Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, la main de mon gendre se lèverait contre moi. Que ma propre fille tirerait brutalement mes cheveux. Et tout ça pour une seule raison, j'avais refusé de leur donner 3 millions de dollars. J'étais assise, ensanglantée, sur le bord du trottoir, le corps tremblant, le cœur en miettes, incapable de comprendre comment ma propre fille était devenue quelqu'un d'aussi méconnaissable. Pourtant, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais anticipé ce moment depuis un certain temps. Et à peine 1 heure plus tard, leur monde commençait déjà à s'effondrer. Tout avait commencé peu après mon 71e anniversaire. C'est à ce moment-là que j'ai emménagé chez ma fille, April. Pas parce que je ne pouvais plus m'occuper de moi-même, ni à cause de problèmes de santé. Non, elle m'avait simplement dit que je lui manquais, qu'elle voulait qu'on soit plus proches, et que Russell, son mari, était d'accord. J'avais cru à cette tendresse, j'y avais vu un geste d'amour. J'étais loin de me douter qu'en réalité, c'était un plan savamment préparé. Leur maison était située dans une rue tranquille, non loin de Des Moines. Il y avait une grande terrasse avec une balançoire blanche, décorative plus qu'utilisée. Elle avait préparé la chambre d'amis avec soin, ton lilas et ivoire, mes couleurs préférées. Des draps neufs, une photo de nous deux encadrée sur la table de chevet, prise le jour de son diplôme. En entrant dans la pièce, valise à la main, je me suis dit, peut-être que ça va rapprocher notre lien. Peut-être que ce sera une bonne chose. Et ce n'était pas parce que je n'avais nulle part où aller. J'avais toujours mon petit logement, à 2 villes de là. J'y vivais paisiblement, je travaillais quelques heures par semaine à la bibliothèque municipale. J'y étais chargée des archives locales, et j'animais parfois des ateliers de généalogie. C'était un travail que j'aimais beaucoup. Chez moi, tout était à sa place. Ma cuisine, modeste mais chaleureuse. Mes petits hiboux en céramique sur les étagères. Mais April disait que mes histoires manquaient à ses enfants. Qu'elle voulait qu'on partage plus de repas. Et je l'ai cru. Au début, tout se passait bien. Chaque soir, elle me préparait du thé. Russell me posait des questions sur ma jeunesse, mes expériences professionnelles. Les enfants s'asseyaient autour de moi et m'écoutaient avec émerveillement parler de nos ancêtres gallois. J'avais presque honte d'avoir douté de leurs intentions. Mais les choses ont commencé à changer subtilement. April, de plus en plus souvent, parlait d'argent. Des dépenses, des frais scolaires, des prêts. Toujours avec un ton détaché, mais ses paroles étaient choisies avec soin. Un soir, Russell a parlé d'un « placement sûr », une opportunité selon lui. Il a mentionné un fonds immobilier, prometteur et stable, selon les dires d'un de ses clients. Il m'a dit ça entre deux bouchées, avec un ton presque désinvolte. J'ai écouté sans répondre. Mais au fond, j'ai ressenti une gêne. Quelque chose sonnait faux. Et quelques jours plus tard, April est entrée dans ma chambre avec un dossier entre les mains. À l'intérieur se trouvaient des formulaires bancaires, une page de notariation et une copie imprimée de mon compte d'investissement. Elle s'est assise à côté de moi sur le lit. Son ton était prudent. Elle a dit qu'ils avaient juste besoin d'un virement à court terme, qui le rembourserait dans les 6 mois, que cela contribuerait à assurer leur avenir et celui des enfants. Je lui ai demandé comment elle avait eu accès aux informations de mon compte. Elle a souri, mais son regard est resté muet. Elle a dit qu'elle avait toujours connu mes mots de passe. Qu'elle avait besoin de me voir de temps en temps. Cette nuit-là, je suis restée éveillée, les yeux fixés sur le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus de moi. Quelque chose s'était fissuré. J'ai pensé à mon défunt mari, à la façon dont nous avions économisé pendant des années, petit à petit, sans jamais toucher au capital. J'ai repensé à la fois où j'avais prêté 2 000 $ à April pour réparer sa transmission et qu'elle ne me les avait jamais remboursés. J'ai réalisé que j'ai emménagé dans une maison où l'amour était conditionnel. À la fin de la 2e semaine, j'ai arrêté de laisser la porte de ma chambre ouverte la nuit. Avec le recul, je me demande si vous avez déjà ressenti ce changement. Quand un câlin devient une transaction. Quand la gentillesse se transforme en monnaie d'échange. Si vous avez déjà fait tellement confiance à quelqu'un que vous avez emménagé chez lui et senti les murs se refermer sur vous, alors vous savez de quoi je parle. Et si ce n'est pas encore le cas, restez avec moi. Parce que la suite allait tout bouleverser. Et une fois ce rideau levé, plus question de faire semblant. Ni pour moi, ni pour eux, ni pour personne. Au début de la 3e semaine, les choses sont passées du subtil à l'évident. Je l'ai d'abord remarqué avec les tickets de caisse. Je proposais toujours de payer ce que j'utilisais. Du lait, du pain, ma tisane à la camomille. Mais un après-midi, April a laissé un ticket de caisse sur le comptoir, a entouré les articles à l'encre rouge et a inscrit le total à côté. Puis elle a ajouté un post-it. À ta part. Merci. Pas de salutation, pas de smiley, juste un chiffre. Plus tard dans la soirée, elle m'a tendu un décompte imprimé des charges mensuelles,
surlignés et organisés en colonnes. Elle a pointé mon nom en bas et a dit d'une voix calme que l'équité préserve la clarté. C'est ainsi que les familles restent fortes. Russell n'a pas beaucoup parlé ce soir-là, mais il a acquiescé d'un signe de tête tout en consultant son téléphone. Je n'ai pas discuté. Je suis montée à l'étage avec le journal à la main, me suis assise au bord de mon lit et ai regardé le calcul. Le total n'était pas exorbitant, mais le message était plus fort que le chiffre. Ils ne voulaient pas d'une mère chez eux. Ils voulaient un locataire. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé Russell dans la cuisine en train de feuilleter un petit carnet noir. En entrant, il l'a fermé trop vite. Il l'a posé sur le comptoir et a souri comme si de rien n'était. Plus tard ce soir-là, lorsqu'ils sont sortis, j'ai vérifié le tiroir où je rangeais mon dossier personnel. Il était légèrement déplacé. Les onglets avaient été déplacés. Certains documents n'étaient plus là où je les avais laissés la dernière fois. Je n'avais pas besoin de preuves pour le savoir. J'en avais vu assez au fil des ans pour me fier à mon instinct. Quelque chose se tramait dans mon dos. Le lendemain matin, au petit déjeuner, April a abordé la question de la planification successorale avec désinvolture. Elle m'a demandé si j'avais déjà envisagé de simplifier mes comptes. Elle m'a dit avoir lu que les comptes joints étaient plus faciles en cas d'urgence. Puis elle a mentionné la mère de son amie, qui avait tout placé dans une fiducie pour ses enfants, pour qu'il n'y ait pas de questions par la suite. Je n'ai pas répondu. Elle a continué à parler. Elle a dit que ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de clarté, de préparation pour l'avenir, de tranquillité d'esprit. Russell a ajouté qu'il pouvait m'aider avec les formalités administratives si nécessaire. Il l'avait fait pour des clients. Il avait des modèles. Il pouvait simplifier le processus. J'ai baissé les yeux vers mes céréales. Le lait était chaud. La cuillère était lourde dans ma main. L'après-midi même, j'ai appelé mon conseiller financier depuis ma voiture. Je ne voulais pas parler à l'intérieur. Je lui ai dit de configurer des alertes pour tous les transferts, de bloquer toute modification et de signaler toute activité provenant d'adresses IP inconnues. Il m'a demandé si tout allait bien. J'ai dit que c'était une précaution, au cas où. À la fin de la semaine, April m'a remis un paquet de documents. Elle m'a dit qu'elle avait rédigé un modèle de transfert d'autorité juste pour lancer le processus. Son ton était décontracté, comme si elle me proposait une recette de biscuits. Son regard, cependant, est resté fixé sur le mien un instant de trop. Je n'ai pas ouvert le paquet. Je l'ai mis de côté et lui ai demandé comment allaient les enfants à l'école. Elle n'a pas insisté. Mais 2 jours plus tard, Russell a remis le sujet sur le tapis. Cette fois, alors que nous étions seuls dans le garage, il a dit qu'April essayait juste d'aider, que j'avais de la chance d'avoir une fille qui se souciait autant de moi. Puis il a ajouté avec un sourire trop mielleux que l'argent ne fait que créer des drames quand les gens deviennent secrets. Je l'ai contourné, je suis rentrée et j'ai verrouillé la porte de ma chambre derrière moi. Ce soir-là, j'ai vérifié tous mes comptes. J'ai changé les mots de passe. J'ai noté les noms des personnes en qui j'avais confiance. J'ai scanné et enregistré des copies de sauvegarde sur une clé USB que j'ai cachée dans la doublure de ma valise. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'avais pas encore peur. Mais j'avais commencé à me préparer. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était de la reconnaissance de schéma. Et ça. Ce schéma s'était déjà manifesté. Je n'avais simplement pas voulu le voir jusqu'à maintenant. La 3e semaine s'est enchaînée sur la 4e, et avec lui, un étrange changement s'est produit dans la maison. Il se manifestait par le bruit des pas de Russell dans le couloir, par la façon dont April a cessé de frapper avant d'entrer dans ma chambre, et par la façon dont les petits-enfants étaient soudainement trop occupés pour passer du temps avec moi. De petits isolements se sont installés lentement, puis d'un seul coup. Tout a commencé le matin, où j'ai trouvé mon organiseur de médicaments dans le mauvais tiroir. Je l'avais placé sous mon lit comme d'habitude, mais ce jour-là, il était posé sur ma commode, ouvert. Le créneau du mardi était vide, même si je n'avais encore rien pris. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas accusé. J'ai simplement jeté les pilules et commencé une nouvelle série avec ma réserve de voyage. J'ai commencé à transporter mes essentiels dans une pochette zippée qui ne me quittait jamais. J'ai arrêté de laisser mon café sans surveillance. Un après-midi, j'ai entendu Russell dans le jardin parler trop fort dans son téléphone. Il arpentait le hangar, la voix rauque. Je n'ai pas réussi à comprendre. J'ai entendu chaque mot, mais je l'ai entendu mentionner les capitaux propres, la consolidation et la tutelle légale. Plus tard dans la journée, April m'a demandé si je voulais bien signer quelques formulaires pour son refinancement. Elle m'a répondu que ce n'était qu'une mise à jour de routine. Je lui ai demandé pourquoi mon nom figurait comme copropriétaire de l'hypothèque secondaire. Elle a marqué une pause juste ce qu'il fallait. Puis elle a dit que ce devait être une erreur administrative. J'ai alors compris que j'avais sous-estimé jusqu'où ils étaient prêts à aller.
Ce soir-là, j'ai sorti l'enveloppe en papier craft que je gardais cachée sous la doublure de ma valise. À l'intérieur se trouvaient d'anciens relevés de compte de mon mari, des copies notariées de ma fiducie et une liste complète de mes biens. Tout était conservé séparément depuis son décès. Cela avait toujours été notre plan. Russell et April ignoraient que mon nom n'avait jamais été associé à l'Iowa House. Ils pensaient que je n'avais que l'appartement et le compte de retraite. Mais en réalité, j'avais toujours accès à un portefeuille diversifié, dont une partie à l'étranger. Je n'étais pas riche, mais je n'étais pas dépendante. Le lendemain, je me suis rendue discrètement à la banque. J'ai demandé à parler au directeur. Personnel. J'ai présenté ma pièce d'identité et lancé un examen, complet des tentatives d'accès récentes sur tous les comptes liés à mon numéro de sécurité sociale. 2 tentatives de connexion infructueuses avaient été enregistrées depuis une adresse IP liée à l'entreprise de Russell. J'ai demandé à la responsable de définir le niveau de sécurité le plus élevé. Accès biométrique, modification en personne et transactions vérifiées par la voix. Elle n'a pas posé de questions. Elle a simplement hoché la tête et a agi. Je suis rentrée avant le coucher du soleil. Le dîner était déjà servi. April a servi du porc rôti avec des carottes trop cuites. Russell m'a demandé comment s'était passée ma journée. J'ai dit que j'étais allée au parc. Il a hoché la tête, satisfait. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, non pas par peur, mais par le sentiment grandissant que quelque chose d'inévitable allait se produire. Et c'est arrivé. 3 jours plus tard, je me suis réveillée et j'ai trouvé ma chambre saccagée. Ma valise était ouverte, mes tiroirs ouverts, même la doublure de mon manteau était déchirée. Ma clé USB avait disparu. Je suis resté silencieux dans l'embrasure de la porte, le cœur battant la chamade. Puis je suis descendu. April était dans la cuisine. Elle n'a pas levé les yeux. Russell était à côté. Réfrigérateur, bras croisés. J'ai demandé si quelqu'un était entré dans ma chambre. April a dit qu'un des enfants était peut-être entré pour chercher des ciseaux. Russell a dit que j'avais peut-être égaré quelque chose. Ils ont dit ça trop vite. Je n'ai pas répondu. Je suis remontée, j'ai fermé la porte et j'ai décroché le numéro fixe que j'avais caché derrière l'étagère. C'était une ligne prioritaire que je gardais pour les urgences, un truc que mon mari et moi avions utilisé des années auparavant pour gérer une arnaque immobilière. J'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis longtemps. Le cabinet de mon avocate, son assistante, a répondu. Je lui ai donné le mot de passe. Elle m'a immédiatement transféré. En quelques minutes, mon avocate a confirmé qu'il pouvait tout verrouiller. Je lui ai demandé d'activer le système de sécurité de mon trust pour supprimer toute procuration partagée afin d'avertir mon dépositaire offshore qu'il y avait eu tentative de fraude. Je lui ai également demandé de faire un signalement préventif au service de protection des adultes, juste pour consigner quelque chose. Je n'accusais pas encore, mais je voulais une trace. Ensuite, j'ai préparé un petit sac de voyage, juste l'essentiel. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement agi. Ce soir-là, en descendant les escaliers, j'ai vu Russell debout près de la cheminée, ma clé USB à la main. Il n'a rien dit. Il avait l'air suffisant. April se tenait derrière lui, le visage difficile à déchiffrer. Je leur ai dit que j'allais me promener. Ils ne m'ont pas arrêté. Au coin de la rue, je suis montée dans une berline noire qui m'attendait. Mon avocat avait envoyé un chauffeur. Nous avons roulé directement vers un endroit sûr que j'avais réservé il y a des années. Une petite maison à Ham, cédée au nom d'un vieil ami d'université qui me devait une faveur. Le lendemain, j'ai gelé tous les biens communs, placé une alerte à la fraude, tout transféré dans une fiducie protégée et irrévocable, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi. Pas profondément, mais sans regarder par-dessus mon épaule. Le silence dans la planque était différent. Il ne résonnait pas comme dans la grande maison. Il m'enveloppait comme un manteau chaud. Pour la première fois depuis des semaines, j'entendais à nouveau ma propre respiration. Je me suis assis à la table de la cuisine ce soir-là avec une tasse de thé à la menthe poivrée, en contemplant la pile de documents que mon avocat m'avait envoyés. Chaque page avait un but précis. Chaque signature apposée ce soir-là reprenait un petit morceau de ma vie. Les 3 jours suivants, je suis restée dans cette petite maison tranquille d'âme, rideaux tirés et téléphone coupé. Je n'ai pas regardé les informations. Je n'ai rien consulté. J'ai juste réfléchi. Je me suis demandé comment les choses en étaient arrivées là. Comment 2 personnes que j'avais tenues dans mes bras à la naissance, Russell et April, pouvaient devenir si calculatrices, si froides. Le 4e matin, j'ai reçu un email de la banque. Il y avait une tentative de connexion avec des identifiants obsolètes, puis une autre de mon avocat. Il avait parlé à l'administrateur du fonds. Tous les actifs avaient été transférés.
La nouvelle structure était intouchable, irrévocable, et les fiduciaires successeurs que j'avais nommés il y a longtemps, 2 femmes de mon groupe de lecture, toutes 2 professeurs à la retraite, étaient désormais légalement responsables si jamais il m'arrivait quelque chose. L'après-midi même, j'ai demandé à appeler l'enquêteur principal des services de protection des adultes. Ils avaient déjà ouvert une enquête discrète, juste au moment où, par précaution, je leur ai tout donné. Chaque incident, chaque document, chaque photo que j'avais discrètement prise du tiroir après qu'il ait été fouillé. Je leur ai donné une chronologie, jusqu'à l'heure à laquelle j'ai commencé à remarquer la manipulation. Je ne portais pas plainte, pas encore. Mais je voulais un compte rendu. L'agente à qui j'ai parlé a été patiente et précise. Elle ne m'a pas offert de faux réconfort, mais elle a dit quelque chose que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Elle a dit que j'avais bien fait. Elle a dit que je n'étais pas seule. Plus tard dans la soirée, je suis retournée en ville. Je ne suis pas allée chez eux. Je suis allée chez mon amie Patrice. Elle m'a accueillie à bras ouverts. Sans question, sans jugement. Juste un plat chaud et une chambre d'amis propre. Pendant que j'étais là, je me suis enfin autorisée à ressentir le poids. La trahison n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question d'Erasia. Ils n'avaient pas essayé de me voler mes comptes. Ils avaient essayé d'effacer mon autonomie, de remplacer mon héritage par leur convenance. Mais ils ont échoué. Et cette vérité m'a soutenue lorsque la lettre est arrivée. C'était une lettre imprimée d'un cabinet d'avocats représentant Russell et April. Le ton était stérile. Il exprimait leur inquiétude face à ma disparition soudaine et demandait une rencontre volontaire pour discuter d'une nouvelle structure successorale. Ils affirmaient que je pouvais être sous influence, que d'autres me forçaient à les licencier. Ils faisaient référence à mon âge et à ma récente confusion. J'ai remis la lettre à mon avocat. Il a souri en la lisant, puis en a fait une copie, a souligné chaque phrase chargée de sens et a rédigé une réponse ferme mais polie. Il y incluait une preuve de ma capacité juridique, les évaluations cognitives récentes que j'avais effectuées lors d'un examen médical de routine et a décrit la chronologie des événements que j'avais déjà documentés. Il a ensuite mis en copie les services de protection des adultes et le Conseil fédéral de surveillance dans sa réponse. Le lendemain, un inspecteur de la brigade des crimes financiers m'a contacté. La banque avait signalé les tentatives de connexion précédentes, comme faisant partie d'un réseau plus vaste d'exploitation des personnes âgées sur lequel elle enquêtait. Le nom de Russell avait déjà été mentionné. Celui d'April aussi. 2 jours plus tard, je me suis assis en face de l'inspecteur. Je lui ai tout raconté. Pas seulement la logistique, mais aussi le sabotage émotionnel. La façon dont April laissait échapper des remarques passives sur ma santé. La façon dont Russell utilisait le silence pour manipuler mes réponses. La façon dont ils ont tous 2 progressivement sapé mon indépendance, déguisée en inquiétude. L'inspecteur a hoché la tête, a pris des notes et m'a demandé si j'étais prêt à témoigner si nécessaire. J'ai dit oui. Mais plus que tout, j'ai demandé la protection de l'avenir d'autres femmes comme moi. La semaine suivante, j'ai rencontré à nouveau mon avocat pour rédiger une déclaration sous serment. Elle resterait confidentielle, sauf si l'enquête aboutissait à des accusations formelles. Mais c'était clair maintenant. Je n'avais pas réagi de manière excessive. Je n'avais rien imaginé. Je l'avais vu et j'avais réagi. La dernière action que j'ai entreprise cette semaine-là était symbolique. J'ai changé le nom du fonds caritatif que j'avais créé des années auparavant avec mon défunt mari. Initialement nommé d'après notre anniversaire de mariage, je l'ai désormais appelé Elelana Trust, en hommage à ma grand-mère, la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Je l'ai restructuré afin qu'une partie de ses intérêts soit versée chaque année à des femmes de plus de 65 ans ayant survécu à des abus financiers au sein de leur famille. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais besoin de sens. Et avec ce changement, j'ai senti quelque chose changer en moi, une sorte de libération. La colère ne s'est pas dissipée, mais elle a cessé de me brûler. À la fin du mois, j'avais officiellement déménagé. Patrice m'a aidé à trouver un appartement de 2 chambres dans un quartier calme avec de larges trottoirs et de grands chênes. J'ai déballé lentement, placé des photos de mon mari sur les étagères et encadré une copie du certificat de fiducie avec le nom de ma grand-mère en haut. Ce soir-là, j'ai préparé du thé, me suis assise à la fenêtre et j'ai regardé le vent souffler dans les arbres. J'avais perdu une famille, certes, mais j'avais aussi retrouvé quelque chose qui me manquait sans le savoir. Moi-même. Compris. Je vais maintenant commencer à écrire le chapitre 5, directement dans cette fenêtre de conversation, en suivant toutes vos directives de mise en page et de style. Ce chapitre comptera environ 980 mots en anglais américain, avec un ton narratif cohérent et chargé d'émotion. Accordez-moi quelques instants pour vous l'écrire. 2 semaines ont passé. Je suis restée seule, vivant tranquillement dans l'appartement que Patrice m'a aidé à trouver.
Pas de réseaux sociaux, pas de coups de fil sauf nécessité. Les journées étaient calmes et apaisantes. J'ai recommencé à marcher chaque matin juste avant le lever du soleil, sans musique dans les oreilles, juste le bruit du gravier sous mes pieds et le réveil des oiseaux. Puis arriva la lettre du tribunal des successions. Elle avait été envoyée à mon ancienne adresse, mais réexpédiée par mon avocat. À l'intérieur se trouvait une requête déposée par April et Russell, demandant une audience formelle pour me déclarer inapte à gérer ma succession. Ils invoquaient la loi sur les personnes âgées, affirmant que j'étais mentalement affaiblie et isolée par des tiers à des fins lucratives. L'ironie aurait été amusante si elle n'avait été aussi cruelle. S'y jointe se trouvait une déclaration sous serment signée par 2 de leurs amis, des personnes que je n'avais rencontrées qu'1 ou 2 fois. Ils parlaient de ma confusion, de mes prétendus oublis et d'un incident lors d'un barbecue familial où j'aurais posé la même question 3 fois. C'était risible, mais la question avait été déposée au tribunal, ce qui signifiait qu'elle était désormais publique. J'ai revu mon avocat. Il n'a pas bronché. Il s'y attendait. Il a exposé un plan, clair et posé, comme à son habitude. Nous allions répondre avec des documents, mes évaluations du Dr Kersh, mes évaluations cognitives et les déclarations sous serment de mon conseiller financier, de 2 voisins et de 3 membres du comité paroissial dont j'avais fait partie pendant 6 ans. Ces personnes me connaissaient bien plus longtemps et intimement que les témoins infiltrés de Russell ou d'April. Mais il y avait autre chose, quelque chose d'inattendu. L'inspecteur que j'avais rencontré quelques semaines plus tôt m'a recontacté. Ils avaient découvert des images de surveillance, des caméras bancaires, pas les miennes. Russell avait tenté à 2 reprises d'accéder à des comptes liés à mon nom. À chaque fois, il avait utilisé des documents signalés comme falsifiés. Cela seul n'entraînerait pas d'inculpation, mais, combiné au schéma, cela constituait un dossier solide. Il se préparait à porter l'affaire devant le procureur. Le soir même, j'ai rencontré Patrice. Je lui ai tout raconté. Je ne lui avais pas encore donné tous les détails. Elle m'a écouté, ne m'a pas interrompu, puis m'a proposé une solution à laquelle je n'avais pas pensé. Elle m'a suggéré d'écrire moi-même une lettre au tribunal, non pas une simple réponse juridique, mais une réponse personnelle. Elle m'a dit, parle en femme, pas en cliente. Fais entendre ta voix au juge avant qu'il ne voie ton visage. Il m'a fallu une journée pour me décider. Puis, stylo à la main, j'ai commencé à écrire à la main. 4 pages, pas seulement des faits, mais aussi des sentiments. J'ai parlé de mon enfance, de l'éducation d'April, de sa curiosité, de son rire. J'ai parlé du moment où j'ai réalisé qu'elle avait changé. J'ai décrit le silence entre nous qui s'était intensifié au fil des ans, et j'ai expliqué en termes simples que se protéger n'était pas de la cruauté. C'était clair, et c'était arrivé bien trop tard. Mon avocat l'a tapé pour le tribunal. Il a été ajouté au dossier de réponse avec les pièces justificatives. L'audience était fixée à 3 semaines plus tard. Ces 3 semaines se sont écoulées dans un étrange silence. Pas calme, mais suspendu. Je n'ai eu aucune nouvelle d'April ni de Russell. Pas un mot. Mais les journaux locaux ont relayé des rumeurs concernant le dépôt de la demande d'homologation. C'était une petite ville après tout. Les gens chuchotaient, de vieux amis appelaient. La plupart se sont contentés de laisser des messages vocaux. Je n'y ai pas répondu. Pas encore. Le matin de l'audience, je portais un tailleur bleu marine que je n'avais pas touché depuis les funérailles de mon mari. J'ai brossé mes cheveux et les ai attachés en arrière. Je n'avais pas de sac, juste un dossier à mon nom et un cœur qui avait appris à ne pas trembler. Les salles d'audience sont plus froides qu'il n'y paraît. Je me suis assise à côté de mon avocate. Russell et April étaient de l'autre côté. April ne voulait pas me regarder. Russell ne m'a regardé qu'une fois, puis s'est détourné. Le juge est entré. L'audience a commencé. Leur avocat a pris la parole en premier. Il m'a dépeinte comme une personne déconnectée, instable, sujette à la manipulation. Il a utilisé des termes comme isolé, renfermé, émotionnellement instable. Puis il a présenté leurs témoins, les 2 mêmes personnes que précédemment. Ils ont parlé en termes vagues, ont entendu quelqu'un d'autre, ont vu quelque chose une fois. Puis est venu notre tour. Mon avocat a présenté les évaluations, les déclarations, la chronologie. Il a détaillé le schéma de contrôle et de coercition, puis a versé au procès-verbal la lettre que j'avais écrite. Le juge l'a lue en silence à son siège. Lorsqu'elle leva les yeux, elle dit simplement ceci. Il était rare dans sa salle d'audience de voir une telle clarté de la part d'une personne accusée d'incapacité. La juge rejeta la requête sans délai. Elle qualifia la requête non seulement d'infondée, mais d'abus de procédure. Elle renvoya l'affaire pour réexamen. Nous sommes sortis sans un mot à Russell ni à April. Il n'y avait plus rien à dire. De retour à la maison, je préparai du thé et m'assis sur le balcon pour la première fois.
Le ciel était vaste, d'un or pâle. L'air sentait la pluie. Plus tard dans la soirée, je reçus un courriel d'une petite association de défense des droits des femmes. Quelqu'un au tribunal avait transmis ma lettre. Il me demandait si je voulais intervenir lors d'un prochain forum, non pas sur l'affaire, mais sur la résilience, la reconquête de l'identité, la survie aux trahisons silencieuses. J'éteignis l'ordinateur portable, pas encore prête. Mais cette pensée me hanta, car peut-être que la guérison ne ressemblait pas à une conclusion. Peut-être ressemblait-elle à cela. Un endroit calme, un nom retrouvé, et une voix qui avait enfin retrouvé son volume. La semaine suivant l'audience, quelque chose en moi changea. Ce n'était pas du soulagement. Pas exactement. C'était plus calme, plus creux, comme se tenir debout dans une maison vidée. Les échos n'étaient pas forts, mais omniprésents. J'avais gagné, certes, mais je n'avais pas l'impression d'avoir gagné. J'avais l'impression de quitter seul un champ de bataille, emportant avec moi le silence de ce qui avait été perdu. Ce week-end-là, je suis restée à la maison. Patrice est passée avec des provisions et quelques tulipes. Je n'ai pas dit grand-chose, et elle n'a pas insisté. Elle s'est juste assise à côté de moi pendant que j'arrosais les plantes et que je rangeais les tiroirs de la cuisine. C'était la première fois que je remarquais vraiment à quel point mes mains étaient devenues immobiles. Plus de tremblements, plus de raideur, juste une lente stabilité, comme si quelque chose se calmait enfin. Ce soir-là, je me suis assis à la petite table près de la fenêtre et j'ai ouvert le coffre de rangement que j'avais emporté de la vieille maison. À l'intérieur se trouvaient des photos, des journaux et la chemise en cuir contenant toutes les vieilles lettres que Russell m'avait envoyées à l'université. Son écriture enfantine, ses petites blagues, les promesses qu'il me faisait de prendre soin de moi quand je serais vieux. J'ai longuement contemplé une lettre, puis je l'ai discrètement mise de côté. J'ai sorti mon propre journal. Pas celui pour les listes ou les mots de passe, mais celui sans ligne, celui dans lequel je n'avais pas écrit depuis l'année qui avait suivi le décès de mon mari. J'ai ouvert une nouvelle page et j'ai écrit une ligne. Je suis toujours là. Je ne savais pas exactement ce que je voulais dire, mais ces mots me semblaient vrais, ancrés. 3 jours plus tard, j'ai revu mon avocat. Non pas par nécessité, mais parce que je voulais discuter des prochaines étapes, non pas juridiques, mais personnelles. Il a évoqué la fiducie, le fonds Elena et la possibilité de débloquer la première série de subventions d'ici 6 mois. Il a mentionné que les candidatures affluaient déjà, des femmes de tous âges avec des histoires de perte, de survie, de réinvention silencieuse. Puis il m'a regardé et m'a demandé si je souhaitais rester anonyme. J'y ai longuement réfléchi. J'ai réfléchi à ce que signifiait être visible, avoir son nom associé à quelque chose auquel d'autres pourraient un jour s'accrocher dans leurs heures les plus sombres. De me lever, non pas malgré ce qui s'était passé, mais à cause de cela. Je lui ai dit non. Je voulais que mon nom y figure. Ce soir-là, je me suis promenée dans le quartier. Je suis passée devant un parc avec des bancs peints en bleu pâle et des enfants qui couraient en rond. Je me suis assise un instant, laissant la lumière tardive éclairer mon visage, et j'ai pensé à April, sans colère, ni même avec déception, juste avec immobilité. Elle avait fait son choix, Russell aussi. Et maintenant, j'avais fait le mien. Mais cette fois, ce n'était pas réactif. Il ne s'agissait pas de protéger ce que j'avais. Il s'agissait de choisir ce que je voulais devenir. De retour à la maison, j'ai préparé du thé, puis j'ai ouvert un document vierge sur mon ordinateur portable. Pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à écrire mon histoire. Non pas comme une affaire, ni comme un article, mais comme une vie tranquille, pleine de défauts. La mienne. Tout a commencé par la phrase que j'avais écrite dans mon journal. Je suis toujours là. Et de là, les mots sont venus comme de l'eau. 3 semaines après avoir choisi de rendre public mon nom sur le fonds Elna, une lettre est arrivée du bureau d'un enquêteur fédéral. Elle m'était adressée directement, sans passer par mon avocat ni par une voie légale. Signature manuscrite, police soignée, pas de paperasse, juste une phrase discrète en bas de page. Il rouvrait l'enquête sur Russell. Mes doigts ne tremblaient pas en déposant la lettre. Je n'éprouvais aucune peur, juste une oppression dans la poitrine qui me disait que le passé n'en avait pas fini avec moi. Le lendemain, j'ai rencontré l'enquêteur. Il paraissait bien trop jeune pour détenir un tel pouvoir, mais son regard était patient. Il m'a expliqué que plusieurs transferts financiers suspects avaient été signalés dans le cadre de l'enquête plus vaste sur l'exploitation des personnes âgées dans notre comté, et 2 noms revenaient sans cesse, Russell et April. J'ai écouté. Je leur ai donné ce que j'avais. Mais surtout, je leur ai donné ce que personne d'autre ne pouvait faire. L'histoire derrière les chiffres. Ni un coup de gueule, ni une liste de griefs, juste des faits, calmes et nets comme du verre. Comment April avait peu à peu accédé à mes comptes numériques. Comment Russell m'avait poussé à signer une procuration, sans me laisser le temps de réfléchir.
Comment j'avais cru autrefois que c'était normal, voire aimant. L'enquêteur s'est penché en avant. Il m'a annoncé qu'ils avaient assigné la banque à comparaître pour des enregistrements vocaux liés à des virements électroniques. Dans l'un d'eux, un homme s'est présenté comme mon gendre en utilisant mon nom complet et mon numéro de sécurité sociale. Le problème, c'est que la voix n'était pas la mienne et que l'autorisation n'avait jamais été enregistrée. La justice était en marche, et je n'étais plus la seule à la voir grincer. Ce soir-là, j'étais assise seule dans le salon, toutes lumières éteintes. Seul le bourdonnement du réfrigérateur dans la pièce voisine. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Mais je l'ai senti. Ce bourdonnement sourd de la justice. Ça n'avait pas le goût de la vengeance. Ça avait le goût de la gravité. 2 jours plus tard, Patrice est passée. Elle apportait un classeur épais de rapports et de recommandations du conseil d'administration que nous avions discrètement constitué pour le fonds Elelanena. Il souhaitait se développer, attirer davantage de candidats, accroître leur rayonnement, et établir un partenariat avec un programme universitaire qui formait les femmes à l'alphabétisation numérique et à la finance. J'ai parcouru la proposition et me suis arrêtée sur un paragraphe caché vers la fin. Une série de conférences, des femmes de plus de 60 ans, partageant des histoires vraies de reconstruction, de combats discrets et de triomphes silencieux. On m'avait inscrite. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. Ce soir-là, je me suis assise à nouveau sur le balcon. L'air était lourd d'une chaleur estivale précoce. Une sirène a retenti à 2 rues de là. Je n'ai pas bronché. J'ai réfléchi à ce que signifiait parler, pas chuchoter, pas écrire dans mon journal, parler. Et pas seulement pour moi, mais pour les centaines d'autres femmes dont j'avais entendu parler dans les premières demandes de financement. Des histoires pleines d'incrédulité, de manipulation mentale, d'effacement financier, de trahison déguisée en attention. Mon histoire n'était pas rare. C'était le plus dur. Elle était courante, silencieuse, ordinaire. Ce silence devait être rompu. Alors j'ai accepté. Je me suis levée pour la première des petites réunions 2 semaines plus tard. Un modeste espace communautaire au sous-sol de la bibliothèque locale. Chaises pliantes, café et gobelets en carton, pas de micro. Je leur ai dit la vérité. Pas tout, juste ce qu'il fallait. Je leur ai dit que j'avais 69 ans. Que j'avais élevé une fille que j'aimais de tout mon être. Que je l'avais vue s'éloigner, non pas d'un seul coup de tonnerre, mais de 100 choix silencieux. Je leur ai parlé de Russell, du sol de la salle de bain et du silence qui a suivi. Mais surtout, je leur ai parlé de mon réveil. Du jour où j'ai compris que la survie n'était pas le but ultime. Que la dignité comptait plus que la paix. Qu'aucun héritage, aucune lignée, aucun nom de famille commun ne pourrait jamais surpasser la voix intérieure d'une femme lorsqu'elle disait enfin « assez ». Il n'y a eu ni acclamation, ni applaudissement, juste le silence et quelques larmes. Mais ce silence semblait différent maintenant. Non pas le silence de la honte, mais celui de la reconnaissance. Plus tard, une femme nommée Héloïse m'a pris la main. Elle avait 73 ans. Sa fille avait pris sa marge de crédit hypothécaire et avait disparu. Elle n'en avait parlé à personne jusqu'à ce soir-là. Tandis qu'elle parlait, sa voix s'est brisée, mais elle ne s'est pas arrêtée. Et j'ai compris que c'était là le véritable héritage. Ni le fond, ni la victoire au tribunal, ni même le nom que j'avais blanchi. C'était le simple fait que, quelque part dans cette salle, une femme avait respiré un peu mieux parce que j'avais parlé la première. À la fin de l'été, le nom d'Elelanena Fund avait commencé à circuler discrètement dans les associations et les résidences pour retraités. Rien de tapax en grave-l'œil, juste une dynamique tranquille. Je n'avais jamais eu l'intention de le faire connaître, mais parfois, quand on plante quelque chose d'honnête, ça pousse. J'avais accepté de prendre la parole à nouveau, cette fois dans un centre pour femmes de Greenville, à environ 40 minutes de chez moi. Ils avaient imprimé de petits tracts, juste mon nom, une heure et un titre que je n'avais pas choisi, parlant en silence. Le titre m'a pesé sur la poitrine pendant tout le trajet. La salle était chaude à mon arrivée. Lumière fluorescente, café déjà en train de couler. Je me suis assise au fond pendant que les organisateurs vérifiaient les places. Je ne portais rien de spécial, juste un haut en maille bleue, un pantalon en coton et la montre argentée que Russell m'avait offerte en 1984. C'est drôle comme je la portais encore. Pas pour l'émotion, juste parce qu'elle donnait bien l'heure. Au moment de parler, je n'ai pas répété. J'ai simplement avancé et redit la vérité, sous une autre forme. Cette fois, j'ai davantage parlé de ce qui s'était passé ensuite, de ce que ça faisait d'être à nouveau chez soi sans attendre des pas, d'apprendre à cuisiner pour soi sans se sentir embarrassé, de payer ses factures et d'être reconnaissant du léger déclic de confirmation. J'ai vu quelques femmes hocher la tête. L'une d'elles a pris son sac à main pour s'essuyer les yeux. Plus tard,
une femme aux cheveux poivre, et celle m'a demandé si elle pouvait me raccompagner à ma voiture. Elle s'appelait Judy, 71 ans. Son histoire s'est déroulée lentement, mais j'en ai reconnu le rythme. Une fille qui prenait en charge ses finances, un gendre qui s'occupait des formalités administratives, et soudain, elle ne pouvait plus accéder à son propre compte courant. Elle a murmuré qu'elle n'avait personne d'autre à qui le dire. Alors je lui ai donné le numéro, pas le mien, celui du centre, et je lui ai dit d'appeler demain matin. Ils avaient des bénévoles formés pour ça. Elle tenait le journal comme une bouée de sauvetage. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, pas à cause du stress, mais pour autre chose. C'était le poids de tout ça. Les histoires s'accumulaient comme des feuilles mortes, chacune bruissant de la même douleur. Il n'y en avait pas de fin, et pour la première fois, je me suis demandé si j'étais assez forte pour continuer à leur tenir compagnie. Le lendemain matin, j'ai préparé du porridge et regardé par la fenêtre de la cuisine. L'air était également immobile. Je sentais quelque chose bouger à nouveau, mais je ne savais pas le nommer. 2 jours plus tard, mon avocat a appelé. L'enquête fédérale avait avancé. Les accusations étaient en cours de finalisation. Il y avait plusieurs chefs d'accusation, usurpation d'identité, maltraitance envers les personnes âgées, coercition financière. Le nom de Russell était mentionné. Tout comme celui d'April. La nouvelle ne m'a pas choquée, mais elle m'a quand même blessée. Ce qui m'a pris de court, c'est la demande de presse. Un journaliste d'un média réputé avait suivi l'évolution du fonds. Il voulait mettre en avant le fonds Elel'Anena dans un reportage national sur les abus financiers envers les personnes âgées. Ils m'ont demandé de témoigner publiquement. J'ai dit que j'avais besoin d'une journée. J'ai marché pendant des heures dans des rues que je n'avais pas vues depuis des années, passant devant la poste, l'ancien théâtre communautaire, une boulangerie qui vendait maintenant des muffins végétaliens et du thé à la lavande. Le monde avait tellement changé, et j'avais passé des années à essayer de survivre à l'intérieur. Mais maintenant, j'y étais et il était peut-être temps d'arrêter de me cacher. Alors j'ai accepté. L'article est sorti 1 semaine plus tard. Mon nom, mon visage, une photo de moi debout devant la bibliothèque après une conférence. La lumière du soleil illuminant mes cheveux. Le titre était simple. Elle a pris la parole. Il n'y a eu aucun appel furieux d'April. Pas de lettre de Russell. Juste un silence, mais pas celui qui hante. Ce silence semblait mérité. La semaine suivante, un événement inattendu s'est produit. Une jeune femme d'une université locale m'a contactée. Elle étudiait le leadership associatif et souhaitait faire un stage au fonds Elel'Anena. Elle m'a dit que sa grand-mère avait été l'une des premières femmes à postuler et qu'elle avait pleuré en lisant la lettre d'acceptation. Elle voulait aider d'autres femmes à ressentir cette sensation. Je lui ai dit oui, non seulement parce que nous avions besoin d'aide, mais parce que je voyais quelque chose en elle, une continuité, la preuve que ce que nous construisions ne me concernait pas. C'était plus grand. Cet après-midi-là, en remplissant les formulaires de demande de subvention et en mettant à jour les budgets, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas pensé à Russell ou à April depuis des heures. Ni par peur, ni par douleur, je n'y avais simplement pas pensé. Ils avaient enfin cessé de vivre dans ma tête. Et cela, plus que n'importe quelle décision de justice ou titre, me semblait être le véritable commencement. Le jour où la lettre est arrivée, je revenais de la quincaillerie avec une nouvelle ampoule et une bouteille de vinaigre. J'ai vu l'enveloppe posée sur la table du porche, déplacée, couleur crème et épaisse. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit d'une écriture nette et précise. Je connaissais cette écriture. C'était celle d'April. Mes doigts n'ont pas tremblé. Je l'ai simplement ouverte. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule page. Ce n'était pas long, quelques phrases tout au plus. Elle disait avoir entendu parler du fonds Elel'Anena, avoir vu ma photo dans l'article, et que Russell lui avait confié qu'ils avaient commis des erreurs, qu'ils souhaitaient maintenant faire la paix, qu'ils aimeraient dîner ensemble, juste une soirée tranquille, juste pour discuter. Elle avait indiqué un lieu, un restaurant dans un quartier où je n'étais pas allée depuis des années, pas loin du palais de justice, en fait. Le moment était décontracté. Vendredi 7. J'ai posé la lettre et je suis allée faire bouillir de l'eau. Je n'avais pas besoin de temps pour me décider. Je n'y allais pas, mais je ne l'ai pas déchirée non plus. Je l'ai laissée reposer 2 jours entiers sans y toucher, près de l'horloge de la cuisine. Je voulais sans doute comprendre pourquoi je n'étais plus en colère, pourquoi l'invitation ne me faisait pas mal, pourquoi le silence en moi était si pesant. Vendredi après-midi, j'avais complètement oublié la lettre. Ce n'est que lorsque le soleil a commencé à décliner et que j'ai vu la lumière extérieure prendre cette étrange teinte dorée que je me suis souvenu. 19 heures. Et puis, à 7h30, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai laissé tomber la messagerie. Puis il a sonné encore et encore. Finalement, j'ai décroché.
C'était une infirmière des urgences. April avait été admise pour des douleurs thoraciques, légères, mais suffisantes pour déclencher un bilan. On avait trouvé son numéro de téléphone comme plus proche parent. Elle avait écrit mon nom. Je me suis assise au bord du lit, le téléphone collé à l'oreille. J'entendais des voix en arrière-plan, des bips d'appareil, et pendant un instant, l'air autour de moi a semblé se rétrécir. J'ai demandé à l'infirmière si son état était stable. Elle a dit oui. Puis elle a marqué une pause, m'a dit qu'April avait demandé à me voir, qu'elle était seule. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé mes mains, les veines, la peau, les marques du temps qui n'étaient jamais là. J'ai pensé à la femme qui m'avait tiré par les cheveux, qui m'avait claqué la porte au nez, qui m'avait fait me sentir invisible chez moi. Et puis j'ai pensé à la petite fille qui s'endormait autrefois sur ma poitrine tous les dimanches après-midi après la messe, qui pleurait en perdant son éléphant en peluche, qui me tressait les cheveux de ses petits doigts et me murmurait que je sentais la lavande et le papier. Alors j'y suis allée, non pas parce que je lui pardonnais, mais parce que quelque chose en moi avait besoin de la voir telle qu'elle était maintenant. La pièce était silencieuse quand je suis entrée. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs, les cheveux attachés en arrière, une perfusion coulant lentement à côté d'elle. Elle a ouvert les yeux et cligné des yeux. Pendant un instant, je ne l'ai pas reconnue, puis sa bouche a bougé. Elle a dit mon nom. Je n'ai pas parlé. J'ai juste rapproché la chaise et je me suis assise. L'infirmière a hoché la tête et a fermé la porte derrière moi. Nous sommes restés assises en silence un moment. Puis April a dit qu'elle avait tout lu, les articles, les déclarations, les interviews. Elle a dit qu'elle n'avait pas réalisé jusqu'où elle était allée, qu'elle ne savait pas ce qu'elle était devenue, que c'était Russell qui insistait, qu'elle voulait juste protéger ce qu'ils avaient construit. J'ai écouté. Je n'ai pas répondu. Puis elle m'a posé une question inattendue. Elle m'a demandé si j'avais voulu que le fond et l'Elanena lui servent de message. J'ai secoué la tête. Je lui ai dit qu'il ne s'agissait jamais de vengeance. Il s'agissait de reprendre son souffle. Ses yeux se sont embués de larmes, mais elle n'a pas pleuré. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas défaire ce qu'elle avait fait. Mais qu'elle voulait recommencer. Pas comme mère et fille, pas comme une étiquette, juste deux personnes qui avaient partagé quelque chose de vrai. Je me suis alors levée, pas brusquement, juste lentement, mesurée. Je lui ai dit que je ne la détestais pas, mais je lui ai aussi dit que je ne lui appartenais plus, que ma paix ne dépendait pas de ses remords. Puis je suis sortie. Dehors, le ciel était devenu bleu marine. Le parking de l'hôpital bourdonnait de mouvement. J'ai expiré, non pas de soulagement, mais de quelque chose de plus profond. Je venais de regarder dans les yeux la femme qui m'avait brisée, et elle n'avait plus aucun pouvoir. Ce soir-là, j'ai fait de la soupe, non pas parce que j'avais faim, mais parce que je voulais goûter quelque chose de chaud et de calme. J'ai allumé une bougie, non pas pour prier, juste pour sa douce lueur. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi toute la nuit sans me réveiller une seule fois. Le lendemain de mon séjour à l'hôpital, je me suis préparé un café plus fort que d'habitude, le genre de café qui colle un peu plus longtemps à la gorge. Debout près de la fenêtre, je regardais le facteur passer comme une horloge, son sac se balançant à un rythme familier. Mais ce jour-là, il ne s'est pas arrêté à ma boîte aux lettres. Il a traversé la pelouse et m'a directement tendu une enveloppe. Elle venait du bureau du procureur général. J'ai fermé la porte et me suis assis avant de l'ouvrir. Mes doigts bougeaient avec une détermination assurée, mais mon cœur était plein d'énergie, non pas de peur, mais d'empressement. La lettre confirmait ce que j'avais secrètement espéré. Des accusations fédérales étaient portées contre Russell. Fraude, coercition, abus financiers envers une personne âgée. Elle mentionnait des dates, des documents, des témoignages, et mon nom apparaissait plus d'une fois, non pas comme victime, mais comme témoin clé. 3 mois plus tôt, une dénonciation anonyme avait été transmise au fisc. L'audit avait révélé suffisamment d'éléments pour lancer une enquête plus approfondie. Apparemment, je n'étais pas la seule que Russell avait tenté de manipuler. La vérité éclatait. Mais voici ce à quoi je ne m'attendais pas, le renseignement anonyme venait d'April. La même femme qui m'avait regardée avec des yeux creux quelques jours plus tôt. La même qui m'avait tiré par les cheveux. J'ai relu la page lentement. La vérité s'imprégnait sous le poids de la laine mouillée. Elle l'avait dénoncé discrètement avant l'invitation à dîner, avant la visite à l'hôpital. Elle l'avait fait seule. Je ne savais pas si c'était de la culpabilité, de la peur ou autre chose. Peut-être que cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était qu'elle avait ouvert la maison qu'elle avait contribué à construire. J'ai posé la lettre et regardé la pile de catalogues de semences près de la fenêtre. Le printemps approchait. La terre se déchaînait. J'ai pensé aux tomates que je pourrais retenter cette année. Une semaine plus tard, un agent fédéral s'est présenté à ma porte. Il était en civil,
mais le badge dans son portefeuille était authentique. Il a dit que mon témoignage contribuerait à accélérer l'affaire. Il a dit que Russell avait déjà été interrogé et que son ton avait changé dès qu'il avait réalisé qu'April avait coopéré. Il n'y avait pas encore eu d'arrestation, mais je voyais bien que les conséquences commençaient à se dessiner. Lorsque l'agent est parti, je suis resté assis en silence pendant près d'1 heure. Je n'ai appelé personne, je n'ai envoyé aucun SMS. J'ai simplement fait lentement le tour de la maison, touchant les vieux meubles, les boiseries des encadrements de portes, le tiroir de la cuisine qui se coinçait un peu sous la pluie. C'étaient ces pièces qui me tenaient, celles qu'il ne touchait jamais, celles qu'il ne volait jamais. Ce soir-là, je me suis assis dans le salon et j'ai allumé la télévision, non pas pour regarder quoi que ce soit, mais pour entendre des voix. J'avais oublié ce que c'était que d'être entouré de bruits inaudibles. Puis j'ai attrapé le journal que je gardais dans un petit tiroir sous la table basse. Celui que j'avais commencé la semaine après avoir quitté leur maison. J'ai tourné la page et commencé à écrire. Non pas sur eux, mais sur moi. Des parties de moi que j'avais retrouvées. Ma colonne vertébrale, mon silence, mon pouls au petit matin, quand je marchais pieds nus dans le couloir et que je n'avais aucune crainte du lent retour de ma dignité après avoir été enseveli pendant des années sous le poids d'une famille que quelqu'un d'autre considérait comme une autre. Je n'avais pas besoin que la justice ressemble à des sirènes et des menottes. J'avais juste besoin qu'ils sachent que j'avais survécu et que je l'avais fait sans leur permission. Quand le téléphone a sonné plus tard dans la soirée, j'ai laissé tomber la messagerie. C'était April. Sa voix était basse. Elle a dit que Russell avait quitté la maison, que des agents fédéraux étaient arrivés plus tôt dans la journée, qu'il avait fait sa valise et claqué la porte sans se retourner. Elle a dit qu'elle ne savait pas où il était allé. Puis elle s'est à nouveau excusée, mais cela ne ressemblait pas à des excuses cette fois. Cela ressemblait à une libération. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, je me suis levée, je suis sortie et j'ai respiré l'air. Froid, mais pur. J'ai serré mon châle plus fort et j'ai écouté le murmure des feuilles. Personne ne criait, personne ne claquait les portes, personne ne se tenait derrière moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais exactement là où je voulais être. Et dans le bourdonnement silencieux d'un monde qui continuait de tourner, je souriais. Non pas de triomphe, mais de paix gagnée. 3 jours après avoir laissé l'appel d'April tomber sur la messagerie vocale, une lettre de mon avocat arriva. J'ai failli ne pas l'ouvrir tout de suite. Mes matinées étaient redevenues sacrées. Je prenais mon café plus lentement, laissant le soleil caresser le parquet sans me presser, mais quelque chose dans l'enveloppe me tira. Elle était épaisse. Je l'ouvris avec précaution. À l'intérieur se trouvait la copie d'un document juridique qui me fit m'asseoir. Apparemment, des mois auparavant, avant la confrontation, avant le dîner, avant les bleus, j'avais signé un document dont je ne me souvenais plus. Il concernait la consolidation d'actifs dans une fiducie. Je me souvenais de Russell parlant vite, imprimant des documents sur son ordinateur. Je pensais les avoir consultés, mais celui-ci ne m'était jamais parvenu, et maintenant il apparaissait à mon nom. La fiducie avait transféré près de 3 millions de dollars de mon compte de courtage vers une entité détentrice au nom de Russell. Le transfert n'avait pas été finalisé en raison d'une alerte émise par la banque suite à une demande signalée, reçue pendant mon séjour à l'hôpital. La lettre continuait. Mon avocat avait pris l'initiative de recouper les dossiers et, ce faisant, avait découvert quelque chose de complètement différent. Le nom d'April avait été ajouté à la fiducie, mais seulement sous condition. Elle serait activée dès ma déclaration officielle d'incapacité. Je tenais le papier entre mes mains et sentais un frisson me parcourir. Ma propre fille s'était assise à une table et avait signé des documents, supposant que je perdrais un jour la capacité de m'exprimer. Elle avait bâti son avenir sur mon absence, et Russell avait guidé la plume. Mais ce n'était pas le pire. La lettre de l'avocat se terminait par une simple phrase manuscrite. Il disait avoir eu une intuition et comparer mon dossier médical avec le calendrier de préparation de la fiducie. Les dates coïncidaient avec ma chute. La chute que j'avais prise pour un accident, l'ecchymose au cou, les vertiges, les médicaments dont je ne me souvenais pas avoir pris. Il n'était pas difficile de relier les points. Ils avaient essayé de me neutraliser. Discreetment, lentailment, legalement. Ils avaient anticipé une résistance, mais pas une survie. Et maintenant, toute cette trace écrite reposait dans une chemise en papier craft au bureau du notaire, sous clé, avec un journal horodaté qui rendait légalement impossible de plaider l'ignorance. Je suis sortie après avoir lu la lettre. Le vent était plus violent que d'habitude. Cela ne me dérangeait pas. J'en avais besoin. J'avais besoin de quelque chose de réel à presser contre ma peau. Je me suis assis sur les marches de derrière et j'ai remonté les manches de mon pull sur mes mains. J'ai repensé à tous les repas que j'avais préparés dans cette cuisine pour April quand elle était jeune. J'ai repensé aux années tranquilles qui avaient suivi la mort de son père.
Comment nous avions survécu avec juste ce qu'il fallait. Comment j'étais retournée travailler au bureau des admissions de l'université locale, juste pour faire avancer les choses. Elle n'a jamais su ce que j'avais abandonné. C'était le but. Elle n'était jamais censée le savoir. Mais maintenant, la femme qu'elle était devenue m'avait non seulement tourné le dos, mais elle avait attendu ma disparition. Elle avait signé son nom. Et Russell, lui, avait tout planifié comme une partie d'échecs, froid, détaché, persuadé que je ne verrais jamais l'échec et mat arriver. Il avait sous-estimé la seule chose qui comptait. J'avais vécu pire. Le chapitre de ma vie qui comprenait April et Russell touchait à sa fin, mais pas dans un cri, pas dans un drame judiciaire, juste une femme sur sa véranda, serrant son café plus fort, le pouls plus stable et la dignité intacte. Car la survie n'est pas bruyante, elle est silencieuse, puissante et absolue. C'était un jeudi matin, lorsque je suis entrée seule au tribunal. Sans maquillage, sans bijoux, sans précipitation. Les documents avaient déjà été déposés. Mon avocate s'était occupée de tout. Mais je suis venue quand même, pour le ressentir, pour me tenir debout sur le marbre froid et regarder un chapitre de ma vie se refermer. Le greffier a levé les yeux, a reconnu mon nom et a hoché la tête discrètement. La constitution du trust a été approuvée en chambre du conseil. Les fonds gelés furent restitués. La procuration invalidée fut annulée et mon nom légal, complet et sans tache, fut rétabli comme seule autorité sur ma vie. Cela ne fut pas accompagné d'applaudissements. Personne ne m'acclama. Mais quelque chose au fond de moi s'exhala pour la première fois depuis des mois. Dehors, je m'assis sur le banc en face des marches du palais de justice. Le soleil était plus chaud qu'il ne l'avait été depuis des semaines. J'avais apporté une petite flasque de thé. Je la sirotais lentement, sentant la chaleur se répandre en moi, apaisante et constante. Une femme passa, plus âgée que moi, avec un petit chien dans une poussette. Nos regards se croiserent brièvement. Je lui adressai un léger signe de tête, et pendant une fraction de seconde, j'eus l'impression qu'elle savait. Pas toute l'histoire, juste le poids d'avoir survécu à quelque chose et d'être encore debout. De retour à la maison, je ne rentrai pas directement. Je longeai la maison et m'arrêtai devant le vieil établi. Mes mains me démangeaient d'être dans la terre, d'y enfoncer quelque chose de vivant. Cet après-midi-là, j'ai planté 3 plateaux de pensée, violettes et blanches. De petites plantes robustes. Ils ne paraissent pas grands au premier abord, mais ils résistent au gel. Ils reviennent même après que le froid ait tenté de les effacer. Une semaine plus tard, Russell a appelé. J'ai laissé sonner. Il a laissé un message vocal. Sa voix était plus basse que d'habitude. Il a dit qu'il était désolé. Que April voulait parler. Qu'ils avaient fait des erreurs. J'ai supprimé le message. Quelques jours plus tard, une enveloppe est arrivée. Pas d'adresse de retour, juste mon nom. À l'intérieur, il y avait une photo. April, plus jeune, tenant sa fille dans ses bras, souriante. Les bords étaient usés. Je l'ai gardé un instant. Je n'ai pas pleuré, mais je ne l'ai pas jeté non plus. Je l'ai rangé dans le tiroir de mon bureau, celui que je n'ouvre pas souvent, celui où je garde les choses qui comptent, mais qui ne me définissent plus. Je ne suis plus en colère. Pas vraiment. Il y a un silence maintenant, un autre genre de calme. Pas d'absence, plutôt une clarté. Comme une pièce enfin nettoyée des échos qui n'ont plus leur place. Et j'ai trouvé quelque chose dans ce silence. La paix. Pas celle qui vient de la justice, mais celle qui vient du fait de savoir que je me suis choisie, que j'ai retrouvé mon souffle, ma voix, ma place. Je ne vis plus en réaction à ce qu'ils ont fait. Je vis en réponse à ce que je suis devenue. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un qui a un jour tenté de vous faire taire, j'espère que vous savez qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre votre voix. Avez-vous déjà quitté un être cher pour protéger la part de vous qu'il essayait d'effacer? Votre histoire compte aussi. Partagez-la ci-dessous si vous le souhaitez ou si vous n'êtes pas seul.